Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence. Je vais commencer bien sûr par remercier l'équipe d'organisation et les nombreux partenaires d'avoir sponsorisé cet événement. Et je vais commencer par me présenter. Donc, Iman Bella, je suis manager au sein d'une Digital Factory, au sein de Groupama Support et Services. C'est le GUE du groupe Groupama, donc on fait principalement de l'informatique. Nous sommes 1500 collaborateurs et nous sommes présents sur plusieurs sites en France. Et donc, je suis fortement intéressée par les sujets d'agilité et je vais vous raconter tout à l'heure une expérience que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet-là et surtout sur les évaluations agiles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà participé à des évaluations agiles? Très bien. Et est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà réalisé des évaluations, c'est-à-dire ceux qui étaient en charge d'évaluer des équipes agiles? Ok, donc un tout petit peu moins par rapport aux personnes qui ont participé à des évaluations agiles. Et donc, dernière question avant d'aller encore plus loin dans le sujet. Si je vous dis que vous ne pouvez pas mesurer un aspect, vous ne pouvez pas le gérer, qui est d'accord avec cette citation-là? D'accord. Avec cette affirmation, qui est d'accord avec le fait que si vous ne pouvez pas mesurer un aspect, vous ne pouvez pas le gérer? Ok, ça marche. Donc, quelques personnes. Ok. Personnellement, je préfère parler d'évaluation à la place de mesures. Les mesures, c'est l'aspect quantitatif. Et quand on va parler d'évaluation, on va regarder les mesures, comme ce que montrait tout à l'heure le présentateur de la conf avant sur les flows métriques. Mais on va aussi regarder l'aspect qualitatif. On peut, pendant l'évaluation, se fier à notre intuition. Et donc, on n'est pas focalisé que mesure. Donc, je préfère parler d'évaluation au lieu de parler de mesure. Et personnellement, j'aime bien évaluer quand je peux les situations pour trouver comment les améliorer. Même si je sais que parfois, on n'a pas la main on n'a pas le temps ou la main ou les éléments pour évaluer certaines situations. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a à peu près plus de 2 ans, j'étais en formation sur du management en contexte de transformation, donc dans une école de commerce. Et j'avais choisi comme sujet d'aller plus loin avec mon équipe sur la maturité agile. Et donc, comme tout projet, je dirais académique, ou même quand on arrive en tant que coach ou manager dans certaines équipes, souvent, on doit évaluer cette équipe-là pour après mettre en place des actions d'amélioration, comprendre ce qui marche moins bien, et aussi apprendre ce qui a marché suite aux actions d'amélioration qu'on a mis en place pour tirer des conclusions et voir l'évolution du manager, du coach et aussi de l'équipe. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans, quand j'avais choisi comme sujet l'agilité de mon équipe, dans mon équipe et aussi ma posture de manager dans cette équipe-là, je m'étais posé 2 questions, qui étaient un petit peu pas simples à y répondre. La première, c'était qu'est-ce que je vais évaluer concrètement? Parce qu'on a vu ce matin, durant toutes les confs, l'agilité, ça a plusieurs définitions. Chacun met la définition qu'il veut derrière. Et donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut évaluer, que ce soit être centré utilisateur ou valeur. Il y en a ceux qui lient ça avec la vélocité, la réactivité, l'innovation ou d'autres thématiques. Donc derrière toutes ces multiples facettes de l'agilité, qu'est-ce que j'allais choisir? Et la deuxième chose, une fois que je savais un petit peu ce que je voulais évaluer, c'était comment m'y prendre? Est-ce que je vais le faire avec l'équipe cœur?
Est-ce que je vais élargir aux différentes parties prenantes? Est-ce que ça va être des one-to-one? Ça va être avec l'équipe en atelier? Est-ce que c'est un mélange des deux? Voilà, donc comment m'y prendre? C'était aussi une question que je m'étais posée sur cette évaluation-là. Et donc, j'ai fait un peu de lecture, un peu de recherche, et je vais vous présenter deux outils voilà, que j'utilise, que j'aime bien utiliser, et pourquoi. Donc, le premier outil, c'est le Squat Email Check. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent? Voilà, très bien. Et donc, c'est un outil qui répondait à mon, on va dire partiellement à mon besoin, dans le sens où on va, dans l'outil Squat Email Check, il y a plusieurs aspects, mais j'ai regroupé tout ça sur l'aspect performance. C'est-à-dire qu'on va regarder, en tant que manager, je suis fortement intéressée par les performances de mon équipe et voir est-ce qu'on arrive à réaliser facilement, est-ce que ce qu'on réalise, ce qu'on délivre est de qualité, est-ce que nos process sont adaptés ou il faut les changer, et est-ce qu'on livre de la valeur, et aussi par rapport à la vitesse à laquelle on délivre, est-ce que c'est la bonne cadence ou souvent on doit changer. Pour que cette performance-là dure dans le temps, il faut s'intéresser aussi au bien-être de l'équipe, parce que voilà, une équipe, c'est avant tout des personnes, et s'ils ne sont pas bien, on peut avoir une équipe performante, mais ça va être temporaire. Et donc, pour avoir la performance dans la durée, on va regarder le bien-être de l'équipe, et ça englobe plusieurs aspects. Donc, est-ce qu'il y a la mission, elle est claire? Est-ce qu'ils s'amusent ou passent du bon moment en travaillant dans cette équipe-là? Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils sont supportés par leurs pairs et leurs managers? Et est-ce qu'ils ont un certain niveau d'autonomie? Donc, voilà les deux aspects qui sont dans cet outil-là. Vous trouverez sur Internet les cartes pour les utiliser. Ça se fait très bien en équipe, à condition bien sûr d'avoir un bon facilitateur qui facilite cet atelier-là. C'est bien cet outil-là, je trouve. Par contre, par rapport à ma conf où on va parler de nourrir l'agilité, c'est un outil qui peut être utilisé dans n'importe quelle équipe. Il n'y a pas forcément de lien direct entre l'agilité, et donc je vais vous présenter un deuxième outil que j'ai utilisé et que j'apprécie. C'est un outil qui s'appelle la pyramide agile. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà cette pyramide? 2, très bien. Okay. Donc, la pyramide agile, c'est le concept, c'est que l'agilité, on peut l'avoir sur plusieurs niveaux. Il y a 2 niveaux où on va traiter de comment je fais de l'agile, et 3 autres niveaux où on va s'intéresser à comment on est agile. Et on va aller du plus visible au moins visible. Donc, plus visible, c'est-à-dire qu'on peut l'observer, on peut facilement en parler, on peut faire des ateliers dessus, on peut le travailler ensemble, je dirais plus facilement. Et plus on va monter dans cette pyramide-là, plus ça va être un peu plus touchy d'aller creuser les autres aspects de être agile, de ce que c'est, parce que vous allez voir, ça peut être déjà compliqué de trouver la même définition, et puis après s'aligner sur comment ça fonctionne, comment nous fonctionnons dans cette équipe-là. Et quand il faut aller travailler ces aspects-là d'être agile, ça peut être aussi plus compliqué. Donc, je commence par le premier niveau, on va parler des pratiques et outils. Donc là, on va regarder est-ce qu'on utilise Jira, est-ce qu'on a mis en place du management visuel, nos stand-up, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils sont à l'heure, est-ce qu'il y a tout le monde, est-ce que c'est du reporting où tout le monde participe, c'est quoi l'objectif? Voilà, on va revenir sur les pratiques. Est-ce qu'on a une story map? Comment on découpe les user stories? Est-ce qu'ils sont au bon format? Est-ce qu'on a des tests automatisés, des chaînes d'intégration? On va vraiment balayer toute la partie pratiques et outils et se questionner, est-ce que ils sont là, ils sont mis en place, comment on les utilise, est-ce qu'ils sont aussi, est-ce qu'ils apportent de la valeur par rapport à nos usages. Donc ensuite, on a ces pratiques-là, souvent on va trouver des méthodes et des frameworks qui vont arriver au-dessus, qui vont regrouper un certain nombre de pratiques.
Et là, j'ai mis 3 Scrum, Kanban, Safe. Sur le Scrum, on va aller s'intéresser à beaucoup de choses. Déjà au rituel, aux formations des personnes, à la méthodologie, au framework, est-ce qu'il est bien appliqué. Du Kanban, on peut s'intéresser à limiter qui vise à limiter le work in progress. On peut aller voir, est-ce que vraiment on fait ça? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes et beaucoup d'équipes en fait qui utilisent le Kanban, mais par contre ils ne l'utilisent pas pour forcément limiter le travail qui est en cours. Et pour Safe, je suis pas du tout, je travaille pas du tout avec Safe, mais ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai cherché, c'est que Safe arrive avec son propre assessment, avec deux grilles d'assessment que j'ai trouvé intéressant parce que d'un côté, il y a toute la partie équipe et la partie technique, et de l'autre côté, il y a tout ce qui est collaboration, les portfolio management ou les aspects de business agility au global. Et donc, c'est intéressant aussi de se poser la question, ce que j'utilise comme méthode, est-ce qu'il n'y a pas déjà des assessments qui sont prêts que je peux réutiliser? Et donc, une fois qu'on a fait ça, là, on va aller plus sur le être agile. Et donc, les principes, c'est un peu particulier parce que c'est entre le comment et le pourquoi. Mais en tout cas, les principes, si on les analyse, les 12 principes, il y a plusieurs façons de faire. Soit on les liste et puis on fait un atelier avec l'équipe pour leur demander est-ce que ce principe-là, vous trouvez qu'on l'applique? Ou on peut les regrouper aussi sous forme de thématiques et leur poser la question pareil, est-ce que on est sur ces 4 thématiques-là de collaboration, d'excellence technique, enfin notre état de maturité sur ces 4 thématiques. Mais en tout cas, ils sont là pour nous guider. Et donc, à voir, est-ce qu'ils nous guident? Enfin, voilà, la question que je vous montrerai d'ailleurs, qui marche pour les principes et la valeur, c'est de se poser la question, est-ce qu'elle nous guide vraiment au quotidien? Et donc, pour les valeurs, et d'ailleurs même les principes, ce qui est compliqué, je trouvais que ce qui était compliqué, c'était d'aller au-delà de la question, est-ce que vous pensez que cette valeur-là, elle est présente dans l'équipe? À mon avis, ça ne creuse pas assez, ça ne donne pas assez d'éléments pour mettre en place des actions plus tard. Et donc, je voulais vous partager deux clés pour questionner les valeurs, enfin pour les valeurs, pour aller chercher. C'est d'abord le questionnement. C'est-à-dire que les valeurs, on doit regarder 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'alignement. Et donc, on doit se poser la question, et là, j'utilise des techniques que les coachs utilisent ou qui sont utilisées, je ne sais pas, lors de vos rétrospectives, par exemple. On va aller poser la question pour avoir plus de précision sur une échelle de 1 à 10. Comment l'équipe intègre cette valeur dans ses pratiques quotidiennes? Par exemple, l'adaptation au changement. De 1 à 10, vous trouvez qu'on est à quel niveau? Et pour aller encore chercher du factuel, on va donner un exemple. On va leur demander un exemple. On demande à la personne qu'on a interrogée ou à l'équipe, donnez-nous un exemple où l'équipe a fait preuve de cette valeur-là. Et donc ça va checker l'alignement. Est-ce que les valeurs agiles, est-ce qu'on est aligné dessus? Est-ce qu'on les applique au quotidien? La deuxième chose importante quand on va aller interroger les valeurs, c'est l'impact sur les prises de décision. Est-ce qu'elles nous guident quand on a à prendre des décisions? Par exemple, notre PO arrive et il va nous demander à la dernière minute d'inclure une fonctionnalité. Et on sait qu'il y a un risque d'inclure cette fonctionnalité-là parce que ça risque, mais ce n'est pas sûr, que ça impacte la qualité. Qu'est-ce qu'on va décider et comment on va faire? Est-ce qu'on va en discuter déjà ou pas? Et qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on le fera ensemble ou est-ce que ça sera quelqu'un qui aura décidé pour l'équipe? Donc se demander aussi, est-ce que les valeurs nous guident dans nos décisions? C'est le deuxième point. Et le troisième point, si on a 2 valeurs qui sont en conflit, collaboration avec le client et adaptation au changement, par exemple, et je prends le cas de cet exemple-là où on arrive avec une demande et on hésite entre la prendre ou pas, et quand elles rentrent ces 2 valeurs-là en conflit, qu'est-ce qu'on fait? Et quel est l'impact de ce qu'on a fait? Voilà. Donc ça, c'est la clé 1, c'est de questionner les valeurs avec 3 piliers. Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'elles nous guident dans nos décisions? Et la troisième chose,
et si on a un conflit de valeurs, comment on agit. Deuxième clé que j'ai utilisée pour cette valeur-là, parce que enfin, tu parlais d'un exemple, là c'est un exemple, j'ai pris une seule valeur agile, qui était une des plus importantes pour moi en tant que manager, c'était la dynamique dans mon équipe et comment on interagit dans l'équipe et aussi avec les différentes parties prenantes. Et là, mon règle, c'est de s'ouvrir un peu à d'autres lectures ou rex ou expériences sur ce sujet-là. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ce qui m'a aidé, et d'ailleurs que je vous conseille, c'est un livre qui parle des 5 dysfonctionnements d'une équipe. Donc ce livre-là, ça s'appelle « Optimiser votre équipe » de Patrick Lencioni. Et pourquoi ça m'a parlé? D'abord, ça m'a parlé dans mon évaluation. C'est-à-dire, alors, avant de parler de comment ça m'a aidé dans l'évaluation, je vous explique déjà on va dire la synthèse du livre. C'est que dans une équipe, on peut trouver 5 dysfonctionnements. Et tant qu'on n'a pas dépassé le premier dysfonctionnement, on ne peut pas aller vers le niveau supérieur. C'est-à-dire que la base, c'est d'avoir de la confiance dans une équipe. Si on n'a pas la confiance, si on a un manque de confiance, on ne va pas pouvoir confronter nos avis. Et donc on va avoir peur de la confrontation. Et vu qu'on ne va pas confronter nos avis, on va avoir une absence d'engagement. Puisque je n'ai pas donné mon avis, ça fonctionne comme ça, et je n'ai pas pu m'exprimer ou donner mon avis sur ça, donc je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas, donc j'évite la responsabilité. Et si j'évite la responsabilité, finalement, quel que soit ce qui se passe comme résultat, je me sens pas concernée par ces résultats-là. Voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça, au-delà du fait que en tant que manager, je trouve que c'est important de comprendre ces dynamiques d'équipe et ces 5 dysfonctionnements, c'est parce que pour l'évaluation, si vous n'avez pas les 2 premiers niveaux, elle peut être fausse, votre évaluation. Et vous pouvez partir sur des mauvaises constats, conclusions, et vous pouvez du coup mettre beaucoup d'énergie sur un plan d'action qui finalement ne va pas servir peut-être à grand-chose. Donc, pourquoi la confiance? Parce que du coup, si on ne dit pas, c'est par rapport aussi à la part de la confrontation, si on ne dit pas ce qu'on pense, rien que dans les évaluations, quand on va faire les ateliers, il y en a certains qui vont s'exprimer, d'autres qui vont éviter. Pareil dans les one-to-one, je ne fais pas confiance, donc je ne vais pas te dire ce que je pense de la performance de l'équipe ou de comment on peut s'améliorer ou des relations inter-équipes. Et donc, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que je vous partage aussi comment j'ai pu débloquer, ou des outils pour débloquer les 2 premiers niveaux. Pour le manque de confiance, on a fait des exercices pour type MBTI, type ProcessCom, pour mieux se connaître, pour que les gens sachent qu'il y a plusieurs personnalités, et que dans chaque personnalité, il y a des points forts, des points faibles, et donc c'est un peu aussi montrer nos vulnérabilités. Et si vous êtes à l'aise, mais ce n'est pas un exercice facile, vous pouvez même aller jusqu'à l'exercice de la chaise chaude. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, non? Alors c'est un exercice aussi pour s'ouvrir, pour montrer que voilà, on a tous nos qualités et nos défauts. Dans une équipe, à tour de rôle, manager inclus, il passe sur une chaise, on appelle ça la chaise chaude, et il se prend des retours sur ce qu'il a apprécié chez lui et ce qu'il ferait mieux d'améliorer, ce que la personne pense que ça vaut le coup que ça soit travaillé. Et donc, chaise chaude, parce qu'on passe un moment vraiment chaud avec tous ces retours-là. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout pour les personnes qui cherchent la perfection ou ne se dévoilent pas facilement, donc ça peut être un peu compliqué, un moment compliqué. Je l'ai vécu moi-même, c'était pas facile à vivre. Voilà. Pour la peur de la confrontation, j'ai une équipe qui tient beaucoup à la bonne ambiance dans l'équipe. Donc débattre, se confronter, pour eux, pour certaines personnes en tout cas, c'est synonyme de débat qui va détruire l'ambiance de l'équipe. Et donc pour ce niveau-là, pour le débloquer,
il faut un bon facilitateur qui va établir des règles, qui va aussi pousser les personnes à se mettre à la place de l'autre et qui va aussi expliquer que voilà, on peut avoir des avis divergents, mais c'est pas pour autant qu'on ne s'apprécie pas et que ça va apporter de la valeur d'avoir toutes les visions au sein d'une équipe. Voilà, et donc ça, pour moi, c'est de la matière pour travailler sur les dynamiques d'équipe et aussi des points à checker ou à débloquer quand vous faites des évaluations. Sinon, comme je vous disais, le risque, c'est que l'évaluation ne soit pas pertinente. Dernier étage, c'est l'agilité individuelle. Et donc, ce sujet-là, c'est finalement l'équipe, où on parle de, ce matin dans la keynote, il parlait d'être centré humain. Moi, en tant qu'humain, comment je suis avec l'agile, comment je suis avec les concepts d'agilité. Et ce sujet-là, ça m'a pris beaucoup de temps parce que d'abord, ça manquait un peu de littérature sur l'agilité individuelle, je trouve. Et ce n'est pas un sujet évident. On ne va pas forcément traiter de l'agilité individuelle. Donc, j'y suis allée par étapes. Et à un certain moment, en cherchant dans des livres blancs et tout, la définition qui me convenait, on va dire, dans l'agilité individuelle, c'était 6 axes à regarder. Moi, en tant que personne, qu'est-ce que je vais regarder ou qu'est-ce qui caractérise qu'une personne est agile. Et donc, c'est d'abord avoir une vision claire. Vision claire, pas que de ses objectifs ou de ce qu'elle souhaite, mais aussi comment elle est. Comment elle est en situation normale, comment elle est en situation de stress. Comment elle va agir, enfin, se connaître, comment je vais agir, comment je suis, qu'est-ce qui me motive, quels sont mes besoins, aller creuser tout ça. Qu'on n'a pas forcément l'occasion, que tout le monde n'a pas forcément l'occasion de se poser des questions sur ça. Avoir un état d'esprit d'apprentissage, vouloir collaborer, être ouvert, déterminé, et puis avoir un certain niveau d'autonomie. Donc ça, c'est les caractéristiques que je mets. Alors que je mets moi derrière l'agilité individuelle. Il y en a d'autres, mais j'étais partie sur cette base-là. De toute façon, il me fallait un point de départ, comme je vous disais, et puis une situation avant-après pour faire ce projet-là. Et donc j'avais commencé en faisant d'une manière, on va dire, assez analytique. Je vais envoyer un sondage à mon équipe pour leur poser des questions sur les 6 axes. Je vais revenir. Et ils vont me dire, individuellement, comment ils sont. Et ça n'a pas trop marché parce que déjà, c'est personnel. Les gens, ils vous disent ce qu'ils veulent. Et puis, surtout, qu'est-ce que j'allais en faire, en fait, à part mettre une note moyenne, par exemple, en disant l'agilité individuelle dans mon équipe, c'est ça. Je ne voyais pas l'intérêt. Et donc, je me suis fait aider par une coach professionnelle. Parce qu'ils font du coaching, c'est leur spécialité de questionner les personnes et de les aider à atteindre leurs objectifs. Et on a construit un outil d'auto-coaching. Donc voilà, l'idée c'est je pourrais vous le passer après si vous le voulez. L'idée c'est de prendre de la hauteur, d'avoir des questions qu'on appelle des questions puissantes, qui vont générer chez nous des réflexions, une prise de conscience. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre en place des actions. On va s'engager avec soi, parce que de toute façon, c'est de l'auto-coaching, sur des actions à mettre en place dans 6 mois, dans 1 an. Et régulièrement, on va aller voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette évolution-là personnelle. Et donc, un exemple de questions. Donc les questions, ça concerne les 6 thématiques. Donc pour chaque thématique, on a choisi une de questions. Et pour chaque thématique, il y avait un plan. Enfin, la personne met en place, analyse déjà ses réponses et décide des actions qu'elle souhaiterait mettre en place. Et après, à un intervalle qui lui convient, 3 mois, 6 mois, 1 an, elle va aller regarder pour voir si elle s'est améliorée sur cet axe-là. Et donc là, une des questions, par exemple, sur le changement, c'est lorsque j'apprends un changement, par exemple chez Groupama, quelles sont les phrases et idées qui viennent de manière automatique dans ma tête. Et donc là, chacun essaye de répondre à cette question-là. Et après,
Après, ça va être, du coup, selon vous, comment vous vivez le changement. Et ça, c'est différent de ce que j'avais fait dans le premier sondage où je disais, est-ce que vous êtes ouvert au changement? Enfin, ça... Oui, non, ou j'étais sur une échelle de 1 à 5, est-ce que vous pensez que, à quel niveau vous pensez que vous êtes sur l'ouverture au changement, ou l'adaptation au changement? Donc là, moi, j'ai pas les réponses et ça m'intéresse pas forcément de le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est la personne de prendre conscience de comment elle est quand il y a des changements, qu'est-ce qui lui passe par l'esprit, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que ça dit d'elle. Et si elle a envie de changer, qu'elle mette en place, qu'elle se décide de certaines actions qu'elle souhaiterait mettre en place et, et les suivre dans le temps si elle a envie. Et donc ça, c'est le premier point. Ce slide-là, c'était peut-être, oui, par exemple sur la collaboration, je vous donne un exemple personnel, sur la collaboration avec les questions de l'outil d'auto-coaching. Moi, je me rendais compte que je collaborais si ça me permettait en fait d'aller à la même vitesse à laquelle je voulais aller. Et du moment que j'avais l'impression que ça me ralentissait, je ne voulais plus collaborer. Et donc ça m'a permis de me dire, OK, il y a un axe quand même de travail sur la collaboration parce que, OK, on va plus vite quand on est seul, mais par contre, on va peut-être faire un retour en arrière sur certaines décisions, peut-être qu'on va avoir de la résistance au changement parce qu'on l'a fait tout seul. Et donc cette prise de conscience-là, de se dire, OK, l'objectif, c'est pas de le faire vite, mais qu'on embarque tout le monde, ça peut nous ouvrir les yeux sur des axes personnels. Là, on est vraiment sur l'agilité individuelle. Ce point, c'est par rapport à cet outil-là. Voilà, c'est un outil qui se base sur on avance pas par pas, donc par petit pas. On ne va pas forcément aller chercher l'idéal, la situation idéale, mais on va se dire dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce que tu aimerais voir de différent. Et tout ça, comme je vous disais, c'est des outils que les coachs professionnels utilisent pour accompagner certaines personnes. Donc sur l'agilité, sur la pyramide, donc si je devais synthétiser, c'est comment on fait de l'agile, quels principes elles nous guident, est-ce que les valeurs, on les incarne par rapport à ce que je vous disais, est-ce qu'on est aligné sur ces valeurs-là, est-ce qu'elles nous aident à prendre des décisions. Et puis, est-ce que quand on a des conflits sur certaines valeurs, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, dernier étage, c'est moi-même, comment je suis par rapport à l'agilité. Je la vois aussi comme un modèle d'apprentissage parce qu'il y en a ceux qui disent... En fait, mon point dans ce slide-là, c'est de dire qu'il ne faut pas non plus s'intéresser qu'aux valeurs et principes et négliger les méthodes et pratiques et les frameworks parce que on peut être d'accord avec les valeurs et les principes, mais ne pas savoir finalement les mettre en place. Je veux démarrer demain un projet agile, juste en ayant les principes et les valeurs, comment je vais faire? Donc il faut s'intéresser à tous les étages de la pyramide et peut-être prendre cette pyramide-là comme un modèle d'apprentissage. Je commence par suivre les règles et apprendre les basiques avec ce qu'un coach ou un Scrum Master ou ce que je lis ou ce que je veux faire sur les pratiques et les méthodes, où je suis un framework et j'applique à la règle ce qu'il y a dans le framework d'abord, jusqu'à ce que je sache le faire. Et ensuite, je vais aller creuser pour comprendre ce qu'il y a derrière, les assimiler et peut-être me dire il y a certains principes que je ne vais pas suivre. Et c'est OK parce que ce n'est pas adapté à mon contexte, mais vu que j'ai compris à quoi ça servait et les valeurs qui sont plus hautes, je peux déroger à certains principes en me disant dans mon contexte, je vais faire ça pour telle et telle raison. Et le dernier niveau pour moi, c'est du coup ce que j'appelle s'autogérer et innover et évoluer en tant que personne. C'est-à-dire que là, on va être sur des aspects purement personnels de comment moi je suis avec l'agilité, avec les autres, voilà, et aller plus loin sur les 6 axes qu'on a vus de l'agilité individuelle. Oui, ça c'est plutôt des étapes par rapport à aujourd'hui, si vous faites déjà des évaluations agiles, moi je dirais que
Le prochain petit pas, c'est peut-être de réfléchir à votre stratégie d'évaluation au début. Généralement, ça arrive qu'on arrive dans je sais pas, chez un client et qu'il nous dit « moi je sais c'est quoi le problème, c'est ça, il faut que tu m'analyses ce problème-là et que tu me dises ce qu'on peut en faire ». Le point ici, c'est le conseil ici, si je pouvais me permettre de vous donner un conseil, c'est de voir un peu plus large que le problème que le client vous a dit de voir. Ou que vous pensez, parce qu'on peut avoir aussi des billets de confirmation, on pense que le problème est là, et on va faire tout en sorte dans l'évaluation pour être sur ce qu'on a pensé au début. Et donc, il faut un peu ouvrir les yeux et définir sa stratégie d'évaluation, c'est-à-dire qui va au-delà de l'évaluation, c'est-à-dire que je vais commencer par me dire qu'est-ce que je vais regarder, est-ce que je vais utiliser le Team Squad Health Check, la pyramide agile, les deux, ok, je vais interroger qui, est-ce que ça sera en atelier individuel ou en groupe, et ensuite comment je vais le restituer, et ensuite comment je vais mettre en place des plans d'action. Donc il faut aller au-delà de l'évaluation. Bien sûr, travailler sur tous les niveaux de la pyramide, ça c'était le message, je dirais, principal de la conf. Et ne pas oublier de travailler sur soi, parce que c'est important voilà, d'évoluer en tant qu'équipe, mais aussi d'évoluer en tant que personne. Voilà. Merci. Je pense que j'ai fini. J'ai oublié de finir avec cette citation-là. En tout cas, pour moi, quand on évalue, c'est déjà une preuve de notre volonté à progresser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en même temps, je vais vous mettre... Ah, le QR code. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. J'ai deux questions. Oui. Comment tu donnes du sens à ton action d'évaluation? Comment tu mesures que ton évaluation rencontre un objectif qui donnerait du sens à cette démarche? Comment je donne du sens? Alors moi, je suis adepte de l'amélioration continue. Il y a 2 ans... Oui. Pardon. Tu l'as fait entre-temps, pardon. N'hésite pas à reformuler les questions. Oui, alors oui, pour ceux qui... Alors, la question, c'était comment je donne du sens à la démarche d'évaluation. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est comment j'explique à mon équipe ce que je suis en train de faire. Pourquoi on fait des évaluations? D'accord. Alors, là, on va dire, dans ce contexte-là, c'était, écoutez, ils le savent, j'étais en formation, je gardais mon poste de manager de l'équipe et en même temps, je suivais la formation. Donc, ils savaient de toute façon que j'étais en formation et que j'allais expérimenter des choses avec eux. Et donc, avec toute transparence, j'ai dit, j'ai un sujet sur j'ai choisi de faire un sujet sur la maturité agile de l'équipe et je vais travailler avec vous sur ça. Après, en dehors de ce contexte-là, de cette histoire-là avec mon équipe, tous les ans, de toute façon, avec mon équipe, on fait des sortes de bilans et d'évaluations parce qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, au moins une fois par an, on a un séminaire où on va faire le bilan de l'année avec on peut avoir différents formats. On va prendre, je sais pas, le forum ouvert pour dire il y a des thématiques sur lesquelles il faut qu'on regarde. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, peut-être que sur ces thématiques-là, on est bon. Mais on va quand même se donner l'occasion de discuter de ces sujets-là et de voir s'il y a des choses à améliorer. Et bien sûr, ce qui peut être intéressant dans les évaluations, c'est que les points forts, parfois on ne les connaît pas. Ça se passe bien dans l'équipe. Moi, quand je l'ai fait, ça se passait très bien dans mon équipe. Mais on ne sait pas mettre les mots pourquoi ça se passe bien, on ne sait pas forcément évaluer pourquoi ça se passe bien. Et donc ça permet d'ouvrir les yeux sur ce qui va bien, déjà, et les points forts de l'équipe à renforcer, et aussi sur des choses qu'on pourrait améliorer. Donc c'était comme ça que j'ai donné du sens. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Okay, ça marche. Oui, oui, vas-y. Tu as parlé d'auto-coaching en fait, pour la partie. Oui. Est-ce que tu as envisagé d'utiliser l'auto-coaching pour la partie collective, donc en fait dans les étapes d'avant? Non, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé parce que pour moi le reste c'est de l'équipe,
on travaille en équipe. Et après, s'il y a des besoins de coaching individuel, ben, la personne en parle parce que de toute façon, ou l'auto-coaching, non, je ne l'ai pas prévu dans les autres phases. C'est vraiment sur l'agilité individuelle. Et d'ailleurs, la coach pro, elle était encore avec nous. Et j'avais demandé à des personnes s'ils ont du mal avec parce que c'était en gros un document qu'on donnait aux personnes et qu'ils utilisaient pour s'auto-coacher, s'ils avaient du mal à faire de l'auto-coaching ou en creusant sur l'auto-coaching, ils se rendent compte qu'il y a une vraie problématique, ben, ils pouvaient appeler la coach pour les coacher. Et donc ça permettait aussi pour les personnes qui ont du mal à se rendre compte de leur situation et à mettre en place des actions, de se faire aider par une coach. Alors deux questions. Oui. Comment as-tu découvert la pyramide agile et comment es-tu allé chercher le budget auprès des COMEX et des sponsors pour la mettre en place? Donc je répète la question, comment j'ai découvert la pyramide agile? Moi, j'ai cherché et je suis tombée sur un blog d'un coach agile. Peut-être que c'est quoi, Letty Street ou un truc comme ça? Oh, Agile Partner. Donc je l'ai cherché sur Internet, je l'ai trouvé sur Internet. Et après, voilà, pour chaque niveau, j'ai creusé un peu plus. Et le budget, on va dire que j'ai pas cette problématique-là parce que ça se faisait dans mon équipe. Et la coach pro, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que je suis aussi responsable d'un centre d'expertise agile. Donc j'anime des coachs agiles au sein de Groupama Support et Services. Et donc j'avais la possibilité de faire appel à des coachs agiles ou à des coachs professionnels. Donc je n'avais pas cette problématique-là de budget. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Là, on a vu du coup l'évaluation dans une équipe. Oui. Est-ce qu'on pourrait appliquer ça aussi au niveau à l'échelle, sur plusieurs équipes, et sur des rôles qui ne sont pas dans l'équipe, notamment au niveau du management? Est-ce qu'on pourrait appliquer ça à l'échelle? Sur le holistique, je pensais justement que ça... Oui, le holistique, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Oui, c'est vrai que, bonne remarque. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça pour les personnes qui n'ont pas entendu en dehors de l'équipe et à des rôles qui ne sont pas dans l'équipe, manager ou autre? Alors, je pense que oui, mais je ne l'ai pas pratiqué. Donc, je ne peux pas... Mais je pense que oui, parce que les différents étages, on peut élargir, du coup, à plus que l'équipe cœur. Mais voilà, ça prendra plus de temps, ça fera des ateliers plus animés. Et puis pareil, il faut voir, là quand je parlais des dysfonctionnements d'équipe, quand on va aller travailler la confiance et la peur de la confrontation, quand il faut le faire à échelle plus grande, ça va demander plus d'énergie. Mais j'imagine que oui. Et l'holistique, pour moi, alors je reviens sur l'holistique parce que c'est vrai que c'était dans le titre de la conf, pour moi, je regarde l'équipe, je regarde l'individu et via la collaboration qui fait partie, que ce soit de l'agilité individuelle ou des valeurs agiles, on va aller voir aussi avec les autres équipes comment ça fonctionne. Et ce qu'on peut faire aussi, et c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la conf, c'est d'aller chercher, il y a comment on se perçoit en tant qu'équipe, comment je me vois en tant qu'individu, mais il y a aussi comment les autres équipes nous voient. Comment ils voient la collaboration, comment ils voient comment on fonctionne. Et ça, c'est vrai que ça ne fait pas partie des choses que j'ai testées, mais c'est intéressant de creuser ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Sur les 5 niveaux de la pyramide, lequel a le plus d'impact sur on va dire, les performances de l'équipe? Alors, ce que j'ai remarqué par rapport suite à cette expérience-là, c'est qu'on peut avoir, j'ai plusieurs équipes dans mon équipe, enfin, j'ai plusieurs équipes projets dans mon équipe, c'est qu'on peut avoir, je vais revenir sur les pyramides du coup, non, c'était pas le bon. Ouais. On peut avoir des bonnes pratiques et des bons outils. Les méthodes aussi, on peut les appliquer, on peut penser d'ailleurs qu'on les applique à la lettre.
Mais si on est moins dans les valeurs et les principes, l'agilité individuelle, je ne l'ai pas mesurée, comme je vous disais. J'avais commencé au début et après j'ai dit ça va me servir à rien, donc je vais m'intéresser plus par... Donc j'ai mesuré plutôt les principes et les valeurs. Les équipes que les autres, donc là j'arrive sur la perception, l'équipe qui est perçue plus performante, c'est l'équipe qui a travaillé, qui a un niveau de maturité plus sur les valeurs et les principes, plus que l'équipe qui a un très bon niveau sur les pratiques et les outils et les méthodes et les frameworks. Pas par moi, mais par l'extérieur. Si je demande la perception de l'extérieur, l'équipe qui, alors dans mon contexte, c'est beaucoup de delivery. Donc l'équipe qui est perçue comme performante niveau delivery, c'est une équipe qui a atteint un certain niveau de maturité sur les valeurs et les principes, même si ces méthodes, elle n'applique pas le Scrum à la lettre, et même si sur certaines pratiques, c'est pas top. Voilà. Donc ça, c'est une observation. Oui. L'évaluation, c'est du one-shot ou tu as prévu de le refaire dans le futur et de comparer la même équipe? Alors, c'est quand même bien de le refaire. Je ne l'ai pas refait. Je ne l'ai pas refait, mais j'observe. Je n'ai pas refait forcément avec l'équipe, en travaillant sur chaque niveau, mais pour moi, c'est une sorte de grille de lecture et d'observation. À chaque fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça montre par rapport à la pyramide? Cette situation-là, qu'est-ce que ça montre? Et donc, c'est comme une grille d'analyse, mais je ne l'ai pas fait, en tout cas, je ne l'ai pas refait avec l'équipe pour aller creuser tous les niveaux avec eux. Oui. La perception de tes équipes par les autres équipes dont tu l'as fait de manière informelle. Informelle, oui. Tu prévois de formaliser dans le futur pour avoir un véritable 360. Est-ce que ça va te servir? Alors, c'est toujours bien de savoir comment on est perçu. Personnellement, moi, d'ailleurs, pendant ma formation de manager, j'avais fait le 360, c'est-à-dire que tu t'évalues toi par rapport à ton management, tu demandes aux personnes que tu manages, tu demandes à tes pairs, et puis tes pairs, que ça soit, enfin tes pairs étaient 1 plus 2 quelques, ils peuvent avoir une perception complètement différente. Donc c'est intéressant, pareil, pour nourrir la dynamique d'équipe et aussi l'agilité dans l'équipe. Donc je ne l'ai pas formalisé, c'était plus un échange informel, parce que voilà, on a des retours, en tant que manager, tu as des retours sur les équipes que tu manages, voilà, du client ou d'autres, ou des contributeurs avec lesquels on travaille. Mais je ne l'ai pas formalisé. Peut-être, oui, ça vaut peut-être le coup de partager avec l'équipe comment ils sont perçus. Je vais laisser plus. Oui. Moi, j'avais une question. Merci beaucoup pour la présentation. C'était Rien. intéressant. Le moment où tu parlais des équipes et de la confiance. Oui. Tu avais le premier seuil confiance, deuxième palier. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour ces équipes-là? Est-ce qu'il y a des clés, des outils pour... Alors, sur les 5 dysfonctionnements de l'équipe, alors je parlais de... Ouais, la confiance que je disais, c'était qu'il faut pousser les gens à montrer leur vulnérabilité et à s'ouvrir sur le fait qu'on est différent, et c'est ce qui fait aussi la richesse d'une équipe. C'est-à-dire que ce que j'ai expérimenté, d'ailleurs avec certains coachs qui sont intervenus dans mon équipe, c'était des exercices comme le MBTI, pour faire des groupes de MBTI et dire tiens, voilà, MBTI qui a ce profil-là, il va réagir comme ça, et le process comme, parce que ça montre qu'on a plusieurs niveaux de communication, et en fonction de la situation et des personnalités, en fait, on peut être différent et on a tous nos points forts et nos points faibles. Et donc, parler de ses points faibles et échanger sur ça, en plus de ses forces, ça montre une vulnérabilité qui va générer de la confiance. Parce que tu es vulnérable, comme moi, comme tous les humains, on peut se faire confiance. Et ça passe aussi par le manager, parce que moi, il y a quelques années, dire que j'ai des points faibles et que je ne sais pas faire certaines choses, ce n'était pas évident. Hein. Non, je dois tout savoir. Hein.
Marc me connaît depuis quelques années. Je dois tout savoir, je ne dois pas montrer mes faiblesses. En plus, voilà, une femme dans la tech, jeune manageuse, non. Non, je ne parle pas de ça. Et donc, ça passe, pour un manager, ça passe par montrer l'exemple aussi et passer sur la chaise chaude. Alors, la chaise chaude, c'est ce que je vous disais. À tour de rôle, en équipe, ils vous disent ce qu'ils apprécient chez vous et ils vous disent, alors ils le tournent en je pense que tu ferais bien d'améliorer ça, mais ça reste quand même un feedback que tu peux prendre voilà, d'une façon négative. Donc ça, c'est un point. C'est un point sur le manque de confiance qui, pour moi, c'est important à avoir dans une équipe. Voilà, et ça passe. Et une fois, dans ce que je vous disais sur les bilans de l'année, j'avais mis un thème management et j'étais la seule, enfin la manageuse dans l'équipe. Et je leur ai dit, ben voilà, forum ouvert là chez vous, mettez les points forts, les points faibles et on en discutera. Donc, osez faire ça, je peux vous dire que vous ne le vivez pas bien tout de suite. Enfin, il faut vraiment se forcer à le faire, mais l'avantage, c'est que ben, y a de la confiance qui s'installe. Voilà. Oui. Alors, les 5 dysfonctionnements, je les ai déjà vus avec un questionnaire travaillé avec l'équipe pour qu'elle se peut évaluer justement où elle en est. D'accord. Mais sachant que les 2 premiers niveaux, vous avez dit que si on n'est pas au 3e, déjà les évaluations elles peuvent être biaisées. Pour moi, oui, c'est ma vision. Vous avez fait pour évaluer devant une équipe comme ça avec votre ressenti ou Bah moi, j'ai commencé. Alors, pour bien comprendre la question, comment j'ai évalué les dysfonctionnements dans mon équipe? Alors, comment je l'ai évalué? En fait, c'est de l'observation. Et j'ai pas dit, en fait, quand j'ai fait ça, mon équipe, elle n'était pas dysfonctionnelle quand j'ai fait l'évaluation agile. Mais c'était pour vous dire que dans le cadre de l'évaluation, si vous n'êtes pas attentive, je ne vous dis pas là je vous dis pas que mon équipe elle est au niveau 3 ou qu'elle est au niveau 1 ou 2. C'est juste pour vous dire attention sur les évaluations. Si vous n'observez pas ou vous ne prenez pas le temps de regarder les dynamiques d'équipe et de regarder si le niveau 1 et 2 dans votre équipe, dans l'équipe que vous êtes en train d'évaluer, ils sont atteints, vous n'allez pas avoir de la confrontation, donc les débats, et donc vous pouvez vous tromper d'évaluation. Et parce que vous n'avez peut-être pas la confiance dans cette équipe-là. Voilà. Et je ne connaissais pas l'outil de taux-évaluation. Je suis intéressée d'ailleurs, s'il y en a un sur le livre. Ouais. C'est bon? Merci. Ah oui, le QR code, oui. Ah, ça passe pas? Comment je fais? laisse comme ça. Je laisse comme ça? Ok. Merci pour